Voici donc la nouvelle et dernière exposition virtuelle de l'année consacrée à la place des femmes et des hommes dans la société française des années 50 jusqu'aux années 1980. Nous verrons notamment trois grands thèmes dans cette expo virtuelle. La place des immigrés, à laquelle fait allusion la première photo, la place des jeunes, à laquelle fait allusion la dernière photo, et celle du milieu, la place des femmes dans cette société. Donc un musée qui se décompose en 4 salles. La première vise à rappeler le contexte général de cette période, et puis après on aura une salle sur chacune des composantes de la population qu'on doit étudier, donc les femmes d'abord en salle 2, les immigrés en salle 3, les jeunes en salle 4. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le contexte des années 50, sur les principales évolutions socio-économiques du pays? C'est un pays d'abord dont on sait à ce stade de l'année plusieurs choses. La première, on sait qu'il est depuis 1947 dans ce contexte de monde bipolaire, aidé par les États-Unis à travers ce qu'on appelle le plan Marshall. La deuxième, on sait que les années 50 à 80 recouvrent en fait deux constitutions différentes. La première, celle de la 4e République, jusqu'en 1958, et puis ensuite ce sera les institutions de la 5e République, avec le général de Gaulle, puis les présidents de droite, puis l'alternance avec l'arrivée de François Mitterrand. Ce sont les chapitres précédents que vous venez d'étudier. Alors quel est le contexte économique de cette période? C'est une période qui a plutôt bien marché puisqu'on appelle cette période les 30 glorieuses. 30 puisqu'il y a effectivement 30 années entre 1945 et 1975 où le pays n'a cessé de s'équiper, de grandir. On le voit grâce à une chose, en fait, le baby-boom, énormément de naissances qui ont entraîné énormément de nouveaux besoins. Ce qu'on voit sur ce graphique, avec aussi de nouveaux appareils avec lesquels on voulait s'équiper. Donc on voit bien cette croissance, tout le monde s'équipe en téléphone, en automobile, en téléviseur, en réfrigérateur. Ça provoque un développement économique sans précédent. C'est ce qu'on appelle une société de consommation de masse encouragée par la publicité et très visible à travers la création par exemple des grandes surfaces. Le chômage est donc forcément très faible, les gens s'équipent. La couverture de ce livre, c'était comme ça en France, nous montre bien tous les équipements que veulent les gens. On voit bien l'automobile, les loisirs notamment aussi, le vêtement, etc. Après cette période de 30 glorieuses, on a une période qu'on appelle une période de récession. Effectivement, fin 73, il y a ce qu'on appelle un choc pétrolier. Les prix du pétrole augmentent d'un seul coup, ça provoque pas mal de chômage et de récession. Et ça entraîne en France des réactions avec des flambées de violence. Ça entraîne une précarisation de la société, des gens qui se retrouvent à la rue, les SDF, et pas mal de manifestations contre les pertes d'emploi, contre les licenciements. En parallèle à tout ça, certains essayent de mettre en place de la solidarité, et notamment, c'est l'exemple des Restos du Cœur créés justement au début des années 80 pour aider ceux qui étaient en difficulté. Les grandes évolutions sociales sur cette période. Le premier graphique nous montre bien que le type d'emploi a changé. Le secteur primaire basé sur l'agriculture concerne de moins en moins de personnes. C'était pratiquement une personne sur deux au début de la guerre mondiale. Ça devient une personne sur 10 seulement en 1973. Le secteur industriel a pas mal grimpé tant que c'était les 30 glorieuses, mais après les 30 glorieuses, est réduit pratiquement de moitié par rapport à aujourd'hui. Et puis, le secteur qui a profité de vraiment tout ça, c'est le secteur tertiaire, le secteur des services. Donc on voit qu'il y a une crise industrielle quand même, après cette 30 glorieuse, avec cette dépression, qui est due notamment à la robotisation. Autre grande évolution sociale, l'urbanisation de la société. Comme les industries étaient en ville, comme la plupart des services sont plutôt en ville, on a eu tendance à avoir les villes qui se sont agrandies, ce que vous avez bien vu en géographie quand vous avez étudié les aires urbaines. Et puis enfin, autre conséquence du baby-boom, forcément, ce baby-boom, une fois qu'il est terminé, ces jeunes-là vont finir par vieillir et ça va se transformer de plus en plus en vieillissement de la population. C'est-à-dire que la part des personnes âgées va être de plus en plus importante. On le voit sur le graphique. Ça concernait 3,5 millions de personnes en 1920 et ils sont pratiquement le double en 1970. Dans ce contexte-là, comment évolue la condition féminine? Comment les femmes ont fait pour obtenir davantage d'égalité avec les hommes? Quelques grandes lois ont été prises dans différentes décennies.
Effectivement, d'abord, les femmes se sont regroupées dans des mouvements, notamment le MLF, Mouvement pour la libération des femmes, donc des mouvements féministes, pour obtenir davantage d'égalité. Elles en ont petit à petit obtenu. Dans les années 60, la possibilité d'ouvrir un compte sans avoir l'autorisation du mari. La légalisation aussi de la contraception. Dans les années 70, on ne parle plus d'autorité paternelle comme avant, mais d'autorité parentale, c'est-à-dire que le rôle de la femme pour élever les enfants est reconnu. 72, dans la Constitution, on écrit l'égalité de rémunération qu'il doit y avoir entre les hommes et les femmes. Et en 1975, on va plus loin que la légalisation de la contraception. On va carrément ici jusqu'à la légalisation de l'avortement. Avant, cet avortement était illégal. Ce qui entraînait pas mal de violences parce que c'était du coup, comme c'était illégal, pratiqué des fois par des personnes qui n'étaient pas des médecins, qui n'avaient pas fait d'études de médecine et en dehors d'établissements hospitaliers. 1975, c'est aussi là où on fait la création du divorce par consentement mutuel, donc le nombre de divorces, comme la procédure est simplifiée, va pas mal augmenter. Enfin, dans les années 80, on continue cette évolution vers l'égalité et on va vers l'égalité professionnelle, c'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas tenir compte du sexe de la personne pour refuser qu'elle ait accès à tel ou tel emploi. On ne tient compte que des compétences. Pour en arriver là, plusieurs femmes se sont battues et voilà quelques-uns des portraits de femmes célèbres de cette époque-là. D'abord Gisèle Halimi qui a été députée, qui était avocate au départ, s'étant rendue célèbre pour avoir défendu une femme victime de viol et ayant dû avoir recours à un avortement suite à ce viol-là, et elle est jugée pour ça puisque à ce moment-là, l'avortement est illégal. Elle défend donc ici le droit à disposer de son corps. Simone Veil, qu'on a déjà croisée comme ayant été victime de la Shoah, de la déportation, devient ministre de la Santé et fait voter la loi sur l'IVG, sur l'interruption volontaire de grossesse, qui permet d'avoir recours à l'avortement tant qu'il est avant la 10e semaine de grossesse. Enfin, Françoise Giroud, qui était directrice du magazine Elle, qui a été nommée secrétaire d'État à la condition féminine par Valéry Giscard d'Estaing, et qui a lancé 101 mesures en faveur des femmes, notamment sur l'ouverture aux métiers masculins. Mais elle a fini par démissionner parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez de moyens dans ce sous-secrétariat d'État. Sur la même période, comment est-ce que ça se passe pour les immigrés? Comment ont-ils été accueillis et considérés en France? Au départ, ils ont été bien accueillis, non seulement bien accueillis, mais même on a fait appel à eux et on est allé les chercher parce que la France, dans cette période des 30 Glorieuses, avait besoin d'ouvriers, avait besoin de main-d'œuvre. Et on les voit là sur ces photographies qui travaillent dans l'automobile, dans la sidérurgie, dans le bâtiment. On voit sur la courbe que leur nombre a effectivement énormément augmenté, assez vite en tout cas entre 1946 et 1975, cette période des 30 Glorieuses, puisqu'il a doublé sur cette période-là. Et puis qu'après 1975, la courbe se tasse énormément pour les immigrés, que le nombre d'étrangers finit même par baisser un petit peu après les années 80. On crée dans cette période de 30 Glorieuses un office national d'immigration pour les recruter, puisqu'il y a une pénurie de logements et que les Français ont besoin de construire plus de bâtiments et ils ont besoin qu'on produise tous ces biens de consommation. Comme nous le dit le petit cadran bleu, ils étaient bon marché, ils acceptaient facilement de changer de travail, ils ne coûtaient donc pas trop cher, tout cela faisait des avantages pour les entreprises qui préféraient recruter cette main-d'œuvre. Si on regarde quels immigrés sont venus en France à ce moment-là et dans quelles conditions ils ont vécu, le graphique nous montre qu'on a d'abord eu recours plutôt à une immigration proche, européenne, des Italiens notamment, des Polonais, qui étaient, on le voit, en 1954, les deux nationalités les plus importantes concernant les immigrés en France. Et puis petit à petit, avec les années 68, ça s'est ouvert à d'autres nationalités. On voit apparaître le Portugal, par exemple, qui n'y était pas avant et qui prend de plus en plus de place, encore en 75. On voit apparaître aussi l'Espagne, et puis, petit à petit, les personnes venues d'Afrique du Nord, et même, à la fin, quelques Asiatiques. Au départ, ils logent dans des conditions très compliquées, même carrément dans des bidonvilles, pas équipés avec de l'eau courante, par exemple. On voit ici la qualité du logement sur la photo du milieu. Et puis, il va y avoir quand même un petit progrès. Dans les années 70, on va construire pour eux, entre autres, des HLM, des habitats à loyer modéré, des grands ensembles qu'on retrouve dans les banlieues des grandes villes et dont on a parlé aussi dans les grandes aires urbaines.
Ces immigrés, dans un deuxième temps, une fois qu'il y a eu le choc pétrolier et la récession, ils sont moins bien vus. Ils sont moins bien vus parce que d'un seul coup, il n'y a plus de plein emploi. Il y a un chômage qui se développe massivement et certains partis politiques accusent ces immigrés d'être responsables un petit peu du fort taux de chômage en donnant, comme sur la fiche de gauche, une solution toute simple. S'il n'y a plus d'immigrés, il n'y a plus de chômage. Donc renvoyez-les chez eux. Certaines mesures ont été prises dans ce sens. Quand on voit la fiche de droite revenir au pays, on nous dit qu'il y a des mesures pour faciliter leur retour. Effectivement, en 1977, on les aide en leur donnant de l'argent au retour volontaire. 1974, la France durcit donc, avec ce choc pétrolier, ces mesures. Elle décide de fermer ses frontières aux migrations pour le travail. Pour autant, assez vite derrière, elle autorise le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour un immigré qui était en France que sa famille le rejoigne en France. Les immigrés ont quand même obtenu quelques conquêtes sociales, mais il a fallu qu'ils les réclament, pareil, à travers notamment cette marche pour l'égalité qu'ils ont faite entre Marseille et Paris pour obtenir d'être reçus par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, en 1983. Ils ont aussi monté des associations comme SOS Racisme pour dénoncer les trop fortes inégalités et le racisme dont ils étaient victimes. Et ils ont obtenu, ainsi que les autres Français, ce qu'on appelle le RMI, le revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire que l'État garantit un revenu minimum à tous ces travailleurs. Dernière salle pour étudier la dernière catégorie de la population, les jeunes. Comment la jeunesse s'est-elle rebellée? Qu'a-t-elle obtenu à cette époque-là? Les jeunes, si on regarde le tableau à gauche, on comprend un petit peu ce qui se passe et leur évolution. Ils sont de plus en plus nombreux dans la population française. Vous voyez que la part des moins de 20 ans est passée à 33% en 70 alors qu'elle était de 30% en 1950. C'est ces fameuses générations du baby-boom, en fait, qui grandissent et qui se mettent à avoir 20 ans, 25 ans. Or, ils ont un nouveau profil. On le voit à la dernière ligne du tableau. Ils sont beaucoup plus diplômés, 20% ont leur baccalauréat, alors qu'avant, c'était que 5% de la génération qui l'avait. Et ils ont des revendications, ils veulent d'autres choses. Ils ont envie de se détacher un petit peu de l'autorité de leurs parents, ils veulent plus de droits politiques, ils veulent plus de liberté, ils ont un grand modèle qui est le modèle de la culture américaine, et notamment au niveau des vêtements, au niveau de la musique, etc. Ils vont donc s'opposer d'abord, ça va se voir dans les universités, où ils vont bloquer les universités, où ils vont faire des assemblées générales pour proposer un monde nouveau, des nouvelles choses. On voit à travers toutes les affiches qu'ils mettent à ce moment-là dans Paris, qu'ils reprochent l'autorité, notamment l'autorité du général de Gaulle, mais aussi l'autorité de leurs parents. La majorité, à cette époque-là, est à 21 ans. Il faut attendre 21 ans pour avoir son logement, pour avoir le droit de se marier, etc. Le droit d'ouvrir un compte. Et cet affrontement va être un affrontement rugueux, notamment avec les CRS, avec des barricades dans Paris, avec des pavés qui vont être lancés sur la police de Paris. Ces jeunes vont être rejoints par les ouvriers. Toute la France une bonne partie de la France va être en grève pendant tout le mois de mai 68. Le général de Gaulle va réprimer tout ça, mais finira quand même par démissionner l'année d'après, suite à une opposition à son référendum sur la région, vous l'avez vu dans le chapitre précédent. Finalement, qu'ont obtenu ces jeunes? Quelles avances? On trouvait qu'on était majeur trop tard, l'âge de la majorité est rabaissé à 18 ans. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que maintenant, dès qu'on a 18 ans, on peut se marier, on n'a pas besoin du consentement des parents. Ça veut dire aussi qu'après le baccalauréat, on peut bien choisir des études qu'on veut faire, alors qu'avant, comme il fallait attendre 21 ans pour être majeur, c'était les parents qui décidaient sur tout. Ça veut dire aussi qu'après 18 ans, on peut aller directement travailler dans le métier qu'on veut, puisqu'on peut ouvrir un compte sans que les parents n'aient rien à dire. Autre changement, en 1975, c'en est fini des écoles pour filles d'un côté et écoles pour garçons de l'autre. C'est ce qu'on appelle la mixité scolaire. Enfin, dernière chose, en 1981, François Mitterrand accorde les radios libres, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe qui de mettre sur les ondes radio, de faire différentes émissions. Voilà, c'en est fini avec cette exposition virtuelle. On espère que vous avez bien compris et on espère aussi que l'affiche comme il y a à droite, assez sexiste, assez cliché sur le fait que l'homme en costume cravate est la personne qui va à l'extérieur travailler et les femmes tenues de cuisine, les robots, etc. sont juste bonnes pour la cuisine et on va leur offrir un robot parce que ça leur fera plaisir avec ce slogan
Pour lui, de bons petits plats. Pour elle, un moulinex. Donc c'est forcément elle qui fait la cuisine. On espère que cette vision sexiste de la société est définitivement terminée.